C'était il y a un an déjà que Culotte & Trail a démarré et pour l'occasion, j'ai demandé à toutes les personnes qui sont passées au micro de Culotte & Trail ce qu'elles en pensaient. Écoutez. Très joyeux anniversaire à Culotte & Trail. Culotte & Trail, c'est le projet d'une nana exceptionnelle qui montre aux femmes que tout devient possible quand on y croit. La plus grande inspiration, Laurie, c'est toi. Laurie transmet la voix et la vérité de chacune. Ton podcast, il est lumineux, il est authentique. Et Culotte & Trail, c'est l'authenticité, la spontanéité et le punch. T'as pu le faire parce que t'as une vraie mission, celle de donner la parole aux femmes et de leur permettre de trouver enfin les bonnes infos pour leur développement sportif et personnel. Le podcast qui met en avant les femmes, toute simplicité, c'est naturel. Permet à femmes de lever des tabous, oser surtout des choses. Et à l'image de Laurie, de la générosité, beaucoup de bienveillance et puis un petit brin de folie. Laurie sait mettre en valeur tout ce que nous pouvons ressentir autour de ce sport, comme incertitude, folie, bonheur. C'est Laurie qui nous représente lors des courses. C'est la marraine des femmes lors des courses. Un espace où chacun peut s'identifier, peut se reconnaître, peut se trouver. De l'athlète amateur à l'athlète élite. C'est un podcast très inspirant pour de nombreuses pratiquantes. Culotte & Trail, c'est de la spontanéité, c'est mettre une pied dans le plat sur tous ces sujets autour du trail féminin. Un espace de bienveillance pour connaître des histoires de femmes incroyables. J'ai eu le plaisir d'être interviewé par Laurie avec l'enthousiasme qu'on lui connaît. En 2 mots, je dirais pur partage. Bravo pour ce podcast géré par une femme et mettant en avant les femmes. C'est le podcast qui te permet de voir la badass qui est en toi et de te donner des ailes. Beaucoup de belles histoires inspirantes, des interviews de femmes, autant qui sont pros dans ce sport, mais autant aussi au niveau amateur. Juste quand je pars courir et qu'il y a le début du podcast qui se lance et juste je sais que je vais kiffer. Le média indispensable pour toutes les femmes qui font du sport. C'est la vie, c'est le kiff. Merci. Merci pour ça. Merci de nous donner la parole. Merci Laurie pour ton engagement. Continue comme ça, Laurie, on t'aime. Avant de plonger dans cet épisode, je remercie Keeprun, partenaire de Culotte & Trail pour cette 2e saison. Keeprun est une marque experte du groupe Decathlon dédiée à la course à pied et au trail. Ses ingénieurs, designers et chefs de produits imaginent des produits toujours plus techniques et innovants ainsi que des services pour faciliter la pratique de la course à pied et du trail. Keeprun couvre 100% de leurs besoins et leur permet de se concentrer uniquement sur le plaisir de courir. Keeprun, c'est aussi et surtout la marque dédiée de toutes les femmes qui décident de faire de la course à pied une alliée. Une alliée qui les aidera à surmonter leurs difficultés, leurs doutes, une alliée qui les fera redéfinir leurs limites, une alliée pour courir librement vers leur épanouissement en toute sérénité. Salut Alex, tu vas bien ? Coucou Laurie, ça va et toi ? Mais écoute, super bien. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui au micro de Culotte & Trail. Ouais, trop honorée. Écoute, on va resituer un petit peu le contexte, mais punaise, on s'est rencontrés sur un trail à Méribel cet été. Oui. Et écoute, superbe rencontre. Je suis trop contente de partager ton histoire et ton parcours au micro de Culotte & Trail aujourd'hui. Donc merci d'être là. Trop contente. Franchement, c'est vrai que c'était un peu une rencontre comme ça, hyper rapide en plus sur un stand. C'était la veille de la course, rappelle-toi. Avant, toi tu faisais comme moi, le 25 km. Et on s'est sur un stand, on a échangé, tac. On s'est revu le lendemain sur la ligne de départ. Je me souviens, c'était avec une amie à toi. Oui, exactement. Et voilà, c'était parti, quoi. Ah mais écoute, incroyable. Et c'est ça que j'aime dans le trail, c'est que on peut rencontrer des gens et arriver à justement faire des épisodes, tu vois. Donc, c'est exactement. trop cool. Et puis, en plus, les auditeurs et auditrices sont friands des histoires et des parcours aussi d'amateurs parce que c'est hyper chouette de raconter plein de parcours et à chaque fois on me dit non mais attends mais je vais jamais passer dans ton podcast, je suis pas du tout légitime, j'ai rien à raconter. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Je suis. Est-ce que en quelques mots tu pourrais s'il te plaît te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Alors, je m'appelle Alexandra, Alex. Je vais avoir 36 ans. Alors, je suis originaire du Pays Basque, du Sud-Ouest. Voilà, toute ma famille est originaire du Béarn et du Pays Basque. Mais j'ai grandi. Mon papa a été plusieurs fois à changer de travail, donc on a déménagé. J'ai grandi jusqu'à mon bac à Annecy, donc je connais très bien Annecy. Mais à cette époque, je ne courais pas, donc c'est vrai que j'ai pas pu, on va dire, utiliser tout le potentiel de cette belle ville.
Et ensuite, je suis partie pour mes études à Lyon. J'ai été prothésiste dentaire pendant 15 ans. Donc, ouais, céramiste. Donc, je faisais des petites dents en céramique dans un laboratoire avec mon petit pinceau, mon eau. Je montais des dents, comme on dit. Ouais. Et voilà, j'ai fait donc ma carrière à Lyon, la moitié de ma carrière. Puis, en 2018, j'ai trouvé un nouveau poste à Paris. Et donc voilà, je me suis rendue à Paris où j'ai continué ma carrière de prothésiste dentaire jusqu'à ce début d'année où en fait, j'ai commencé à avoir une activité parallèle, une activité de photographe culinaire. Donc ça faisait 3 ans que je faisais de la photo à côté de mon métier de prothésiste dentaire. Et en fait, cette année, je me suis lancée à 100% parce que j'avais envie de changer. J'avais eu un métier passion pendant 15 ans qui finalement s'essoufflait un peu. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer à 100% dans la photo. Et donc voilà, maintenant, je suis photographe culinaire, gastronomie, hôtellerie. Waouh, attends, le bond de dingue dans faire des dents. On reste toujours dans un milieu de bouche très différent, mais voilà. Ah, c'est génial! Et alors, parce que c'est tellement pas évident de se lancer, tu passes d'un métier, j'imagine, salarié, sécurité à entrepreneuse, je connais, hein. C'est quand même le grand saut. C'est le très grand saut. Ce qui m'a un peu décidé, c'est aussi que je commençais à avoir pas mal de clients et pas de temps pour développer cette activité, vu que j'étais en travail salarié. Et puis finalement, tu sais, j'avais un peu fait le tour de mon métier, prothésiste dentaire. J'ai adoré ce métier pendant des années, ça s'est soufflé. Et je sais pas, tu sais, ça s'est fait très naturellement en fait. Je comprends. Et voilà. Et donc, je ne regrette pas du tout ce choix. Je suis très épanouie dans cette nouvelle activité. Et voilà. C'est trop bien. Et donc, du coup, oui, t'es toujours un peu à droite à gauche. Comment? Oui, je suis beaucoup à droite à gauche. Voilà, j'ai déjà beaucoup d'énergie. Donc, c'est vrai que je suis tout le temps à organiser maintenant mes journées. Ma journée, ça commence toujours par un gros run. Tac, après, c'est fait et je me sens bien. Et là, ma journée se lance et je suis toujours entre Paris, Lyon, le Sud-Ouest, en vadrouille partout. Voilà, c'est vrai que je suis assez dynamique, on va dire. Ah ben, génial! Et alors, quand est-ce que la course à pied est rentrée dans ta vie? Alors écoute, la course à pied est rentrée dans ma vie vers 2016. 2016, c'est ça. En fait, j'étais à Lyon, j'étais inscrite dans une salle de sport, un peu comme tout le monde, on va dire, depuis longtemps en plus. Et ce que je préférais, c'était courir sur tapis. Donc moi, je faisais mes 10 km sur tapis, voilà. Et j'ai un de mes meilleurs copains qui lui courait depuis longtemps. Et tu sais, quand je te parle de 2016, donc d'il y a 10 ans, tu sais, la course à pied, c'était pas comme aujourd'hui où vraiment t'as ce truc un peu très tendance qui était, voilà, les gens couraient, mais c'était un peu chiant, les gens qui couraient, tu vois, c'était un peu boring. Enfin, c'était pas dire. Ouais, c'est clair, non, mais c'est clair. Et lui, il courait, il me disait, mais Alex, tu peux pas faire 10 km sur un tapis, c'est une aberration, en fait. Mais je viens courir à votre place. Il avait raison. Et je sais pas, moi, ça me rassurait. J'étais sur mon tapis, je faisais mes 10 bornes, j'étais bien. Et je sais pas, courir dehors, ça me paraissait bizarre. Tu sais quoi, j'avais toujours l'impression que les gens te regardaient. Enfin, je sais pas, cette impression d'œil sur toi, alors que tout le monde s'en fiche. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai suivi donc mon ami Mathieu. Et on a commencé à courir un peu ensemble à Lyon, sur les quais. Et en fait, moi, j'ai toujours tout de suite commencé à courir 10 km dehors, en fait, vu que je les faisais déjà sur tapis. Et je me suis vraiment prise au jeu. Et voilà, 2017, ça fait quelques mois que je cours vraiment à l'extérieur et je m'inscris sur ma première course. Et c'était le Lyon Urban Trail. Donc, c'était, je sais pas si tu vois ce que c'est, le LUT, on appelle ça à Lyon. Bien sûr, ça monte un tout petit peu. Ça monte un peu, et voilà, c'est la première course sur laquelle je me suis inscrite. Et, impeccable, t'as pas dû être déçue. Non, et moi, je suis une fille très prudente, tu vois, dans les runs, c'est-à-dire que j'ai toujours augmenté je suis raisonnable, on va dire, tu vois, dans les distances, dans les trucs, j'augmente, j'avais toujours peur de la blessure. Donc, je me suis inscrite sur un 8 km. Je me suis dit, allez, le LUT, le 8 km, on verra comment ça se passe. Et j'ai adoré, tu vois, c'était mon premier dossard, je m'en rappelle encore, t'arrives vers l'hôtel de ville de Lyon et tout, et la sensation de la course, c'était la première fois, de courir en groupe, t'as vraiment tu connais, tu vois, cette énergie, t'es plus performante, t'es dans un truc, tu partages des choses avec les gens. Oh, j'ai adoré, et là, ça a commencé. Tu vois, ma première course, c'était 2017. 2017, donc plutôt bitume. Bitume.
complètement bitume, et je commence à courir avec un groupe à Lyon, un groupe en fait qui s'est monté, une asso, et je commence à progresser avec eux. Tous les samedis, on se retrouve à la piste, sur une piste, voilà, à Lyon, et on commence à faire des entraînements. Voilà, je commence à m'inscrire sur des petites courses un peu à Lyon, voilà, un 10 km, un 15 km. Bon, je commence à être un peu piquée, tu vois. Et en 2018, j'arrive à Paris. En 2018, j'arrive à Paris. Donc là, je suis un peu perdue, mais je me dis, il faut tout de suite que tu te retrouves un groupe de course, Alex, parce que c'était assez challengeant, c'est motivant. T'es à plusieurs, voilà. Et je commence à courir avec un groupe à Paris. Donc, est-ce qu'on peut dire les noms? Oui. Tu sais, Adidas. Je commence à courir avec Adidas. À l'époque, ils avaient pas fusionné, et c'était par quartier. Et donc moi, je courais avec Adidas Batignolles. Donc, je cours avec Adidas Batignolles, et on a pareil tous les mardis rendez-vous. On fait un grand run, voilà. C'est un peu de l'EF, c'est très cool, mais on se challenge un peu. Et les week-ends, il y a toujours une sortie longue et tout. Et je commence à rencontrer des gens comme ça et à progresser surtout. Et en fait, pareil, le jeudi, c'est piste. Et sur la piste, bah, tout le monde dit, bon, tu t'inscris à quelle course? Et je commence à m'inscrire à des courses à Paris. Et je vois que je commence à progresser surtout. Et donc, je fais mon premier semi-marathon, le semi-marathon de Paris, qui se passe très bien pour moi. Je suis très contente. J'y vais un peu au feeling comme ça, et ça se passe très bien. Très contente de mon chrono. Et ça, voilà, c'est bon, ça commence comme ça, tu vois. Je commence à être piquée, et vraiment, les courses que j'aime bien, c'est la distance que j'aime bien, c'est semi-marathon. Tu vois, je trouve que le 10, c'est trop exigeant pour moi, parce que c'est rapide. Enfin, tu sais, il y a des gens qui vont te dire, ah, mais non, mais le 10, tu le cours tout le temps. Oui, mais le 10, quand tu commences à courir, t'as envie de performer, tu vois, t'as envie d'être toujours meilleur. Mais le 10, c'est trop exigeant. Il faut se mettre dans le rouge direct. Et finalement, c'est pas la distance qui me convient. Mais le semi-marathon, ça permet de se challenger, de vouloir être un peu rapide, mais sans être tout de suite au rupteur, tu vois. Et voilà, je commence à faire plusieurs semi-marathons, et j'adore cette distance. Trop bien. Attends, je souris parce que j'ai la vision. Non, mais j'ai la vision de nous à Méribel, mais ce trail, mais j'ai cru que j'allais mourir. Mais c'était l'enfer. Mais punaise! Et pourtant, je suis habituée, moi, au trail. Mais alors, je nous revois là, et je revois Marie Doin, que j'embrasse. Marie, si tu nous écoutes, athlète élite chez Kipren, qui habite à Méribel, qui me dit, Laurie, t'es entraînée là? Parce que, par contre, chez nous, ça rigole pas. Ah, mais bref, j'ai fait l'aparté, on en reparlera après, mais je Non, mais c'était déjà tu prends la première montée, t'as compris. J'avais pas couru depuis 4 mois, moi. Non, mais la meuf, elle arrive là. Ouais, ça passe, nickel, j'ai l'habitude. Non, mais pas du tout. Ah ouais. Très difficile cette course, très difficile. Oh, pardon. Donc oui, semi-marathon. Voilà. Et je commence à me mettre sur plusieurs courses. Toujours mon copain Mathieu qui m'embarque. Voilà, il a de la famille en Alsace, et on commence à faire des trails en Alsace. On fait le Munster Trail, qui est un 35 km. Donc, je commence à augmenter les distances, tu vois. Joli. Et je reste toujours autour de... Alors, j'aime bien le trail, mais je préfère la route quand même, parce que j'aime bien me dire que, allez, j'améliore mon chrono. Mais je commence à faire des trails, et je tourne autour de 30-35 km, tu vois. Et j'adore. Et en fait, la bascule va se faire où je décide de... quand même, allez, je me dis, allez, je vais me challenger, je vais refaire un 10 km. Donc, en 2019, donc tu vois, ça fait déjà 2-3 ans que je cours, je me dis, allez, j'ai envie d'améliorer mon chrono qui datait un peu du 10 km, et je m'inscris sur le 10 km de Malakoff, donc dans le sud de Paris, qui est un 10 km très roulant. Il y a beaucoup de clubs qui s'y mettent. Et donc là, je commence une prépa. Moi, je suis assez consciencieuse, tu sais. Chaque course, alors je fais pas beaucoup de courses, mais j'aime bien faire des courses bien, avec une bonne prépa. Je suis sérieuse, je fais mon truc, tu vois. Et en fait, pendant les entraînements, il y a un truc qui cloche. Tu vois, j'arrive pas à expliquer sur la piste, que sur la piste, hein. Quand je fais mes footings avec les autres et tout, ça se passe bien. Mais sur la piste, dès que je suis en haute intensité, je suis pas bien. Et le gars qui nous entraîne me dit, mais je pense que c'est le lactique, Alex, tu vois. Enfin, c'est parce que t'es dans l'effort, on fait beaucoup de 400 mètres, des trucs très rapides et tout. Et je dis, ouais, c'est peut-être ça et tout. Mais en fait, dès que je suis sur la piste, je suis pas bien. Vraiment, je suis un peu l'esprit embrumé, tu vois. J'arrive pas à savoir. Ça se passe comme ça, je fais le 10 km de Malakoff, ça se passe très bien, je fais le chrono que j'espérais, je suis très très contente de moi. Et
Mais je me dis que l'effort est trop gros, que c'est vraiment, j'ai pas pris de plaisir. C'est une course où j'ai pas pris de plaisir. Autant j'ai fait mon chrono, mon RP, je suis très content. Autant je me dis, bon, allez, le 10K, on oublie. Et puis, en fait, je continue quand même un peu la piste. Je me dis que je vais refaire un semi, ça sera mieux. Et là, pareil, mauvaise sensation, en fait, sur la piste, ça va pas. Et je me décide, je me dis, bon, je vais quand même aller voir un médecin, tu sais, j'ai peut-être une carence, j'ai peut-être un truc, parce que dès que je suis dans l'effort, je suis pas bien. Et tu vois, c'est pas le cardio, c'est autre chose, c'est un peu la tête, bref. Et en 2019, du coup, mars, voilà, je sais plus, ouais, mars-avril 2019, je vais voir ma médecin généraliste et je lui dis, voilà, je vous explique ce qui se passe. Et là, je vois qu'elle est pas bien. Ouais. Et elle me dit, alors moi, tu vois, je pensais que j'allais repartir avec une petite cure de fer, un petit truc machin, une prise de sang. Et elle me dit, bon, alors en fait, on va faire IRM cérébral, IRM de la moelle. Ah ouais, direct le docteur généraliste. Direct. Mais direct, premier rendez-vous, c'est celle qui me suit depuis que je suis à Paris, tu vois. Et je lui dis, je veux pas être tranchée sur les généralistes, mais c'est vrai, en général, ils ont plutôt tendance à dire, oh, c'est rien, tu sais, prends un Doliprane, machin. Exactement, exactement. Et je pense que comme c'était une jeune médecin, peut-être, tu vois, oui. Et peut-être, tu vois, la trentaine, je sais pas, quand je lui ai dit, voilà, dans l'effort, je suis pas bien, parce qu'elle me disait, mais qu'est-ce que vous ressentez? Je dis, bah, je sais pas, j'ai un peu des fourmillements. Elle me dit, mais non, dans les jambes. Elle me dit, d'accord, mais des fourmillements, vous sentez que vous êtes essoufflé ou machin? Je dis, non, le cardio, ça va et tout, mais j'ai des fourmillements. Et donc, en creusant, c'est vrai qu'elle me fait parler. Je lui dis, oui, ça m'arrive en plus d'avoir des fourmillements un peu dans le haut du corps quand je dors ou dans la journée, mais bon. Elle me dit, ouais, mais c'est plus dans l'effort. Je dis, oui, dans l'effort, mais dans les jambes. Ok, non, mais allez, IRM cérébral, IRM de la moelle, tout de suite, hein, tu vois, on n'a pas perdu de temps. Donc je fais les examens, ça prend un peu de temps parce que le temps de prendre le rendez-vous, mais tu sais, je suis pas très inquiète. Et bizarrement, ouais, je sais ça, je passe ma première IRM 3 semaines après, et comme si, tu sais, j'avais plus rien, tu sais, je ressens plus les fourmillements, j'avais plus machin, et je me dis, oh, mais c'était dans ma tête, c'est bon. Enfin, tu vois, j'oublie ce truc, et pareil, je refais un peu de piste, et là, ça va, tu vois. Donc en fait, je vais à ce rendez-vous hyper sereine. Et là, je sors de l'IRM, donc on commence par le cérébral, donc un peu impressionnant, tu sais, moi, première IRM que je passe, machin, donc voilà, tu te mets dans le tube, le truc. Et là, tout de suite, le médecin, tu sais, quand tu sors de cet examen, tu as toujours un radiologue, du coup, qui te fait qui te donne le compte-rendu. Et là, il me dit, bon, bah écoutez, on va envoyer le compte-rendu à votre médecin généraliste et on va tout de suite passer sur l'IRM de la moelle. Hein. Et je lui dis, ah oui, pourquoi Il me dit, bah, de toute manière, là, elle vous a plus ou moins envoyé par rapport aux suspicions de sclérose en plaques, non? Ah, il te dit ça comme ça, lui? Ouais, il me dit un peu ça comme ça. Je sais pas comment il me le tourne, mais en fait, pour lui, c'était évident qu'elle m'envoyait, qu'elle m'en avait parlé, tu vois. Alors que moi, c'est vrai, quand je lui ai posé les questions, quand je lui ai dit tout de suite, ah bon, mais IRM, mais comment ça? Vous pensez à quoi? Je lui ai dit tout de suite. Elle m'avait dit, ah non, mais écoutez, je préfère qu'on regarde. Il y a plein de choses, de pistes. Elle voulait pas t'inquiéter. Pas du tout. Elle m'a rien dit, elle. Et lui me dit, eh ben, elle vous envoie pour ça, quoi. Et là, ouais, je tombe des nues. Donc je lui dis, mais comment ça? Donc je me mets à pleurer. Comment ça, sclérose en plaques? Parce que je savais pas trop ce que c'était, mais tu sais, tu as des maladies un peu comme ça, des mots où tu sais que c'est grave. Tu sais que c'est pas un truc. Tu as des trucs, on te dit, voilà, mucoviscidose, des mots comme ça. Sclérose en plaques, moi, c'était un mot. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est grave, non? Et je lui dis, mais comment ça, vous êtes sûr? Et donc, il voit que je panique un peu, tu vois. Et je lui dis, moi, elle m'a rien dit. Ma médecin, il dit, ah, bah, attendez, on va vous réorienter vers elle, machin. Donc, lui, bon, là, il se tait. Et tout de suite, en fait, dans la semaine, je vois ma généraliste. J'arrive avec mon IRM. Elle me dit, bon, écoutez, on va bien tout de suite faire celle de la moelle. Et là, je lui dis, bon, écoutez, moi, le radiologue, il m'a demandé pourquoi on m'envoyait. Donc, elle veut pas me dire. Et je lui dis qu'il m'a parlé sclérose en plaques. Elle me dit, bon, écoutez, moi, je suis pas spécialiste. Moi, je suis la médecin généraliste. Je vous envoie pour faire des examens. On avance dans les étapes. On se prononce pas. Il faut qu'on fasse la prochaine IRM. Alors oui, je vais pas vous cacher, là, l'IRM cérébrale, et elle me montre, du coup, donc tu vois, c'est la première fois, je vois la coupe de mon cerveau. Et elle me dit, bah là, il y a des petites taches blanches. Et ces petites taches blanches, c'est des plaques. C'est des plaques, ça veut dire qu'il y a une activité cérébrale anormale.
Et il y a plein de choses au niveau neurologique qui pourraient expliquer ça. Et c'est pas forcément une sclérose en plaques. Mais on va creuser parce que ça, c'est anormal. Ouais, donc là, qu'est-ce que tu ressens? Ah, mais genre, je fais même encore, tu vois, j'ai envie de pleurer. Je pleure d'ailleurs, tu vois. Et je suis, mais bon. Et je me dis tout de suite, moi, je suis toujours, bon, allez, on se calme. Il n'y a pas le diagnostic qui est fait. On avance sur les examens. On se calme. Et là, tu vois, on est en mai 2019. Donc là, ça traîne pas. 2 semaines après, IRM de la moelle. IRM de la moelle. Alors, tu penses bien qu'entre-temps, moi, je vais sur tous les forums possibles. Sclérose en plaques. C'est quoi, pourquoi on fait l'IRM du cerveau? Pourquoi on fait l'IRM de la moelle? Je fais plein de trucs. Oh, je tombe sur des horreurs. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, les trucs qui sortent, c'est sclérose en plaques, problèmes neurologiques, fauteuil roulant, machin. Je me dis, attends, donc c'est la panique. C'est la panique. Et en fait, l'IRM de la moelle, je la passe et tout de suite, j'ai le résultat et pareil, j'ai des plaques sur l'IRM de la moelle. Donc en fait, j'ai le système nerveux central qui est touché. Et donc moi, je reviens voir mon médecin et elle me dit, bon, c'est vrai que là, ça ressemble à une sclérose en plaques, mais moi, je vais vous envoyer vers un neurologue parce je peux pas vous donner le diagnostic final, je suis pas assez habilitée pour ça. Donc on va tout de suite vous trouver un rendez-vous chez un neurologue pour vérifier ça. Et donc elle m'annonce ça, on est en juin. Impossible de trouver un neurologue parce que les spécialistes sur Paris, c'est un peu saturé. Et elle me dit, on va vous trouver un rendez-vous fin d'année. Ouais, t'as le temps de gamberger fin d'année, hein. Wow. Et tu vois, on est au mois de juin, on est début juin. Ah, c'est dur. Je dis, mais fin d'année, 6 mois pour avoir un rendez-vous, mais moi, je fais quoi pendant 6 mois, tu vois? Tout ce qui se passe par la tête, quoi. Mais c'est ça. Et moi, je lui dis, non, c'est pas possible. Alors là, c'est la panique. Là, je sens que c'est la panique, ça va pas, tu vois. Et bon, finalement, concours de circonstances, j'ai un ami, son papa est spécialiste, est spécialiste en Normandie. Et il est neurochirurgien. Il a des amis, il connaît, bon bref, connaissance. Et finalement, j'arrive à avoir un rendez-vous très rapide au cours du mois de juin à la Pitié-Salpêtrière. Et donc là, rendez-vous. Moi, je suis pas une nature malade. C'est-à-dire que moi, les hôpitaux, je n'y vais jamais. C'est un milieu que je ne connais pas. Et quand j'arrive, c'est une ville, hein, la Pitié-Salpêtrière. C'est hyper impressionnant pour moi, tu vois. T'as tous les pôles, tu vois, neurologie, cardiologie, machin, Donc j'arrive, c'est un milieu un peu oppressant pour moi. Bon, et j'ai mon rendez-vous. J'ai juste mon petit dossier avec mes 2 IRM. Et j'arrive avec, mon petit dossier en me disant, bon, mais toujours pas trop inquiète quand même, mais en me disant, mais ça va le faire. Alex, t'as une super hygiène de vie, tu cours depuis longtemps, tu manges bien, tu vois, j'ai jamais fumé. Enfin, tu vois, dans ma tête, je mange des trucs en me disant, c'est bon, tu vois. Et en fait, j'arrive à ce rendez-vous, c'est un jeune neurologue qui me reçoit. Je lui donne mon dossier, nanana, il lit, machin, ok, très bien, il regarde mes IRM, ouais, très bien. Et il me dit, bon, écoutez, on va commencer le traitement d'attaque, hein, de toute manière, on commence pour voir à quoi vous pouvez répondre, quoi, si vous répondez bien au traitement. Et là, il me fait tout un pitch et tout, et je lui dis, je suis désolée, je vous arrête tout de suite, mais vous m'avez pas dit ce que j'ai, en fait. Enfin, là, moi, je suis venue vous voir, j'ai mes IRM, j'ai un peu le compte-rendu de mon médecin généraliste, mais on m'a pas vraiment dit ce que j'ai. Il me dit, mademoiselle, mais vous avez une sclérose en plaques. Putain, mais ils ont des tacts, c'est merveilleux. Alors là, je m'effondre. Il me dit, vous envoyez pour ça, non? Et j'avais l'impression de revoir le radiologue, tu sais. Et je lui dis, elle m'a envoyé pour ça, non? Elle m'a envoyé parce que moi, j'ai été la consulter, que je savais pas ce que j'ai, mais elle s'est pas prononcée, en fait. Elle vient pour que vous posiez le diagnostic et qu'on sache exactement ce que j'ai. Et là, il me tourne l'écran et il me dit, regardez. Et là, il me montre, donc, pareil, la même coupe de mon cerveau, beaucoup de plaques blanches. Donc, ça veut dire que ce sont des zones qui sont très actives, très enflammées. Il me montre la coupe de la moelle, mais tu sais, moi, je sais pas lire ce genre de choses. Il me dit, bien sûr, attends, c'est du chinois pour nous. Hein. Voilà, c'est du chinois. Il me dit, là, ça, c'est une plaque, ça, c'est une plaque. Là, vous avez vraiment une activation neurologique très anormale. Et ça, c'est une sclérose en plaques. Oh, punaise. Et là, t'es seule avec lui. T'es toute seule. Là, à cette époque, je suis avec mon copain de l'époque.
Donc, on est tous les deux dans le bureau, abasourdis. Donc, voilà, ça tombe. Tout de suite, je repars avec un traitement. Je repars avec mon petit truc comme ça. Et voilà. Et tout s'effondre. Et le week-end d'après, mon père se marie. J'ai toute ma famille qui est réunie, tout ça, et je me dis, oh, je peux pas leur dire ça. Alors, je leur avais pas dit en plus que je passais ils ces savaient pas, là. examens. Ils savaient pas. Je me suis dit, oh, ça sert à rien d'inquiéter tout le monde, on sait jamais. Il y a mes grands-parents, voilà. Enfin, et je me dis, bon. Et là, ça a été vraiment une grosse épreuve parce que moi, je savais que quelque chose de grave se passait, tu vois, et personne savait. Donc ça a été vraiment un moment un peu douloureux. Il y avait que mon frère et ma sœur qui étaient dans la confidence. Et voilà, c'était et après à partir de là, tu sais, bon, quand j'ai commencé à l'annoncer, ça allait mieux, tu sais, de lâcher le truc. Mais d'avoir gardé toute cette partie un peu ou cachée, où je pouvais pas en parler, j'avais peur d'en parler. Je sais pas, j'avais un peu honte, je sais pas comment dire. C'était très bizarre ce sentiment que j'avais. Je comprends. Voilà. Donc 2019, été 2019, ça tombe. Et en fait, je suis déjà inscrite malheureusement sur une course qui est 1 mois et demi après, qui est le trail des passerelles. De Monténard. Tu sais, ouais. Et c'est mon premier 40 km. Et c'est une course que je préparais. Et en fait, je me dis, bah super, non mais c'est sûr, ça va me faire du bien ce trail, tu vois. C'est ma première distance, ça me donne un objectif, c'est dans 1 mois et demi. Je me dis, allez, c'est super, machin. En plus, j'ai pas, enfin voilà. Ah oui, et la réponse que j'ai aussi à mes questions, c'est pourquoi? Parce que quand je suis revenue chez ma généraliste, quand je lui ai dit, comment vous avez su tout de suite, tu vois, comment elle a pu m'orienter? Elle m'a dit parce que, en fait, bon, les fourmillements, c'est le premier signe de la sclérose en plaques, c'est fourmillements. C'est le symptôme numéro 1, on va dire. C'est pas douloureux, tu vois, mais c'est désagréable. Tu t'y accommodes, mais c'est pas douloureux. Elle m'a dit, et c'est surtout quand vous m'avez dit que dans l'effort, vous étiez pas bien. Et en fait, la sclérose en plaques se révèle avec la montée en température du corps. Donc, en fait, tout sport à haute intensité, n'importe lequel, va faire remonter les symptômes. D'accord. Ouais, donc parce que c'était vraiment toi dans l'effort intense sur la piste. Dans la piste, pas les footings, tu vois, j'avais jamais ce truc. Là où tu es en endurance, en aérobie, où tu es facile, t'as pas de problème, quoi. Voilà. C'est vraiment quand tu montes dans les tours. Quand je monte dans les tours. Et justement, comme elle m'avait donné cette info et que quand je suis devant le neurologue, je lui dis, mais attendez, moi je cours beaucoup quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, ah non mais la piste, vous arrêtez tout de suite. Hein. Il me dit ça, la montée en température, vous n'allez pas supporter, ça réveille la maladie, faut plus vous exposer au soleil, tu vois, tous les gros trucs de température. J'ai pas le droit de faire de hammam, j'ai pas le droit de faire de sauna, tu vois, toutes les choses où mon corps va vraiment monter en température. Il m'a dit, les sports haute intensité, maintenant, vous oubliez. Et je lui dis, mais c'est-à-dire? Il me dit, bah, vous pouvez faire votre footing, mais vous irez pas au-delà, quoi. Enfin, voilà, c'est le footing, et voilà. Oh, ah, mais moi, tout s'effondre, là. Enfin, tu vois, je me dis, mais comment ça? Tu m'étonnes. Puis, 2019, t'as quel âge? Enfin. J'ai 29 ans. J'ai 29 ans, je vais sous mes 30, tu vois. On s'imagine pas à 30 ans avoir une maladie, quoi. Non. Et je me dis, bon, et comme j'ai cet objectif de course, je me dis, oh, mais c'est parfait. J'ai le trail de Monténard, c'est un 40 km, c'est du trail. Je vais pas du tout faire de piste pour m'entraîner sur ce truc, tu vois. Je vais vraiment faire de l'endurance et faire des longs footings et ça sera parfait. Donc je me dis, allez, c'est très bien. Et tu sais, ça me sort un peu la tête de l'eau, ça me met un objectif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon médecin a pensé que, je pense que le choc, tu sais, quand tu apprends que t'es malade, t'as tous les symptômes qui ressortent d'un coup, tu vois. Et en fait, là, c'est 6 semaines d'enfer qui se passent parce que j'ai plein de symptômes qui arrivent. Et un des gros symptômes de la sclérose en plaques, c'est que c'est relié beaucoup au nerf optique. Et je commence à faire des névrites optiques. Donc, une névrite optique, moi, ça se traduit chez moi par le fait que je vais commencer à perdre la vue d'un œil, d'un autre œil le lendemain. Donc et je commence à avoir des troubles de la vision. Et en fait, là, la seule chose à faire, c'est qu'on t'hospitalise. Donc, allez, retour à la Pitié-Salpêtrière. On t'hospitalise pendant plusieurs jours. On te met sous corticoïdes, tu vois, sous des bolus, pour en fait faire redescendre l'inflammation. En fait, c'est l'inflammation qui vient brouiller ta vue, quoi.
Et donc là, je peux te dire que là, c'est pas la même parce que je commence à me dire, ah oui, en fait, je suis malade. Je me lève un matin, je vois pas. J'ai des migraines pas possibles parce que je vois pas. Enfin, là, c'est un peu la descente aux enfers. Et je vois cette course qui arrive, quoi. Et je me dis, mais je vais jamais pouvoir la courir. C'est impossible. C'est impossible, tu vois. Surtout que le départ, c'est 14 juillet. 14 juillet, plein cagnard. La chaleur, ouais. Chaleur. Et dans ma tête, je me dis, ah, mais non, je vais jamais pouvoir la courir. Et en fait, moi, je sais pas, je me dis, non, mais si, il faut que tu la cours. Allez, si t'arrives et que t'as plus tes problèmes de vue, tu y vas. Tu y vas, si t'es sur pied, t'as fini les hospitalisations, donc c'était un peu, c'est tête brûlée, tu vois. Mais bon, c'est ce qui m'a un peu porté aussi pour quand j'étais à l'hôpital, que ça n'allait pas. Et puis en plus, l'hôpital, c'est rude pour moi parce que on te met donc sous perfusion dans des chambres communes avec d'autres personnes, tu vois, d'autres femmes qui ont la sclérose en plaques. Et là, c'est très difficile pour moi parce que moi, je viens juste d'apprendre que je suis malade. J'ai une sclérose en plaques pour l'instant qui est en surface pour moi, tu vois. Et moi, je vois d'autres femmes qui sont en fauteuil, qui ont perdu complètement l'usage de leurs jambes. Projette, quoi. Et je me dis, mais en fait, ça va être la descente aux enfers. Et en plus, quand moi, je leur dis un peu, moi, je cours, et puis là, j'ai une course dans 3 semaines en montagne, voilà, vers Grenoble. Mais oublie, elles me disent, mais tu vas jamais pouvoir courir, mais tu sais ce que c'est, la sclérose en plaques, mais tu vas être comme nous avec une canne, et c'est comme ça, en fait. Oh, c'est l'horreur. C'est l'horreur. J'ai ma tante qui a une sclérose en plaques. Qui est en bon. Donc je connais une tante éloignée, mais qui est âgée maintenant, mais qui est en fauteuil, mais qui ouais. Elle est âgée, mais donc je connais, mais punaise, je trouve que c'est dur parce qu'ils te préservent pas, quoi. Je veux dire, ils pourraient quand même trier et faire tu vois, et tu peux pas mettre une femme de 30 ans au milieu d'autres femmes qui sont c'est dur, quoi. Et puis le problème de la sclérose en plaques, en fait, c'est que c'est une maladie qui fonctionne par poussée, comme plein de maladies auto-immunes inflammatoires. Et donc, en fait, ils peuvent pas te dire, parce que chaque sclérose en plaques est très différente d'un patient à une autre. Et c'est toucher, tu vois, ça touche, je crois, 4 femmes pour un homme. Donc, c'est très féminin comme maladie. Et en fait, ils peuvent pas te dire, c'est-à-dire que donc les poussées, moi, ça se traduit par ces fameuses névrites optiques. Et parfois, ça peut mal se passer, c'est-à-dire qu'en fait, la poussée, c'est une petite plaque qui va apparaître, en gros, tu vois, au niveau de ton cerveau. Et imaginons qu'elle apparaisse sur une mauvaise zone, c'est là que ça peut poser des problèmes moteurs. Et ils peuvent pas te dire ce qu'une poussée va provoquer chez toi. Donc en fait, il y a une dame qui est à côté de moi, elle me dit, moi, j'ai fait une poussée dans ma vie. Et je suis paralysée, je n'arrive pas à marcher utiliser mes membres inférieurs. Elle était en fauteuil, tu vois. Et puis, il y en a d'autres qui te disent, moi, c'est qu'au bout de la 5e poussée que j'ai commencé à perdre l'usage de mon bras droit parce qu'il n'y a plus avoir de sensation. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, hein. Ah ouais, complet, ouais. Et du coup, ma famille me dit, non, mais tu peux pas du tout courir cette course, hein. C'est complètement inconscient. Tu vas pas courir en plein cagnard cette course. Bon, voilà. Et moi, jusqu'au dernier moment, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le cours? Est-ce que je le cours pas? J'ai toujours mon ami Mathieu qui est là. Lui, pareil, il fait cette course et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? On pèse le pour le contre. Et moi, j'ai envie de la faire, tu vois. Je suis sortie de l'hôpital. Bon, je sais plus, ça doit faire 2 semaines que je suis sortie de l'hôpital. J'ai presque plus couru, mais je me dis, allez, je le fais quand même, je le fais. Et je me mets sur le départ. Donc, tu vois, c'était 14 juillet, je me mets sur le départ de cette course. Et voilà. Et je finis la course. Waouh! Je finis la course. Ouais, c'était, je sais plus, faudrait que je regarde, mais c'était 40 km, c'est sûr. Et il y avait, je crois, 2000, tu vois. Et je finis la course et je me sens en forme sur la course, je me sens bien, j'ai pas couru depuis longtemps, j'ai l'impression de revivre, tu vois. La course est difficile, hein, mais t'as des très beaux paysages, je sais pas si tu l'as déjà couru ce trail, mais c'est très beau, tu vois, tu passes sur les passerelles, t'as un beau panorama, il fait beau, voilà, et je prends beaucoup de plaisir et je passe ma ligne d'arrivée hyper fière de moi. Punaise, mais exceptionnel, là où personne t'attendait et en fait, c'est comme si à l'intérieur de toi, c'était plus fort que toi, il fallait absolument que tu y ailles, quoi. C'était un peu mon petit antidote, tu vois. Voilà. Ça, c'est 2020, du coup. Donc ça, non, 2019. Donc ça, c'est juillet 2019. Ah, donc t'apprends en juin. Ah oui, direct, quoi, 2019. En fait, j'étais inscrite déjà sur cette course. Et tu vois, quand même, j'étais en prépa et je me dis, je la fais quand même. Donc, tu vois, à peine 1 mois et demi après l'avoir appris, je le fais.
Et donc voilà, et en fait, rebelote, tout l'été, j'alterne jusqu'au mois d'octobre, passage à l'hôpital, névrite optique, ça passe avec la cortisone, enfin les corticoïdes. Ça va mieux, machin, jusqu'à ce qu'on trouve un bon traitement qui me va, parce que en fait, on n'arrivait pas à trouver de traitement. Et finalement, on trouve un traitement qui me va, qui me stabilise. Donc à ce moment-là, je commence à faire des IRM régulières pour voir comment l'activité cérébrale se passe. On voit que ça se stabilise. Le traitement me dérange un peu, je dois me piquer 2 fois par jour. Donc je me dois me piquer voilà, le traitement, ce sont des seringues et tu vois le geste, ça me dérange. Je me pique le matin souvent, le soir, et le soir, tu sais, t'es au resto, tu dois aller te piquer, enfin tu te piques alors soit dans le ventre, soit dans le bras, enfin voilà. Moi, comme je suis pas très épaisse, me piquer dans les bras ou dans les zones un peu comme ça où il y a pas trop de graisse, tout de suite ça me fait mal, je commence à avoir des bleus. Tu sais, je commence à avoir ce rapport à la piqûre, j'aime pas ça, mais bon. Les résultats sont bons, j'ai l'air d'être stabilisée. Et finalement, je vais plus à l'hôpital. Je suis très contente et je me dis, donc là on est en septembre, c'est ça, et je me dis, est-ce que je m'inscrirais pas parce que je l'avais couru en 2017, j'avais fait ma première Saint-Élion, j'avais couru pour la première fois la Saint-Élion en relais à 3. Et donc on était 3, j'étais la seule fille du trio et moi j'avais fait la partie du milieu. Donc je me dis allez, donc j'avais fait Sainte-Catherine, je crois que c'était Soucieux. J'avais adoré. 2018, j'avais fait pareil, je l'avais fait en relais à 2, donc cette fois c'était 32 km. Et là je me dis bah Alex, pour te clôturer cette année de l'enfer, tu vas t'inscrire sur la Saint-Élion 45 km, donc la Saint-Express. Et je m'étais dit comme ça, la Saint-Express, c'était pour mes 30 ans. Moi, je suis du mois de décembre. Et tu sais, ça clôture un truc, genre l'année de mes 30 ans où j'apprends que j'ai la sclérose en plaques, ou voilà, je vais m'inscrire sur la Saint-Express, 45 km, et je vais la courir, voilà, en totalité. Ça sera ma plus longue distance. Et vu qu'en plus, je peux plus faire de piste, je me dis c'est parfait pour l'entraînement. Il fait froid, il fait toujours un temps dégueulasse. Normalement, il va rien m'arriver, tu vois. Putain, mais c'est extra ce que tu nous dis, c'est exceptionnel. Hein. Donc voilà, et je commence ma prépa, hyper motivée, et tout se passe bien. Je suis bien, mon traitement ça se passe bien, mes IRM ça me dit que tout va bien. Donc les voyants sont ouverts et je fais cette première Saint-Express, donc 2019, et j'adore. Je trouve ça très dur, mais en plus la partie, tu sais, c'est Sainte-Catherine jusqu'à la fin, c'est pas évident. Tu sais, il y a plein de gens qui te disent ah mais la Saint-Élion c'est une course sentier, c'est pas un vrai trail, machin, c'est une course nature. Je vois ce qu'ils veulent dire. Hein. J'en ai fait plein des trails. C'est pas ce qu'on a fait à Méribel. Non, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. C'est beaucoup roulant, mais bon, il y a quand même des bosses. Hein. Il y a des bosses, tu vois. C'est pas non plus facile. Tu l'as fait cette année, t'as vu, ce que ça a donné. Oui. Tu vois. Et surtout les conditions, tu pars à 23h30, à Sainte-Catherine. Ton corps, il est pas fait pour ça de toute façon. Non. Voilà, donc j'arrive, je termine cette course, je suis trop contente de moi, 45 km, bam, tu vois, voilà. Je suis ravie et je me dis bon bah allez, c'est parti, on va se mettre à la longue distance en fait, je vais faire ça, je vais faire des trails quand il fait froid et c'est pas grave. Et en fait 2020 arrive et là je commence à recourir mes footings et puis là le confinement, enfin tu sais ça, bon il y a plus trop de courses, ça devient compliqué, mais moi je continue ma petite moi tu vois ma petite routine, c'est je cours 4 fois par semaine. Je cours 4 fois par semaine, je suis bien avec ce rythme là, j'alterne de sorties longues, là j'ai compris que la piste c'était fini mais c'est pas grave, enfin je suis sur mon petit rythme de croisière, je suis bien, tu vois. C'est génial. Et en fait, je me dis, allez, je vais me faire la Saint-Élion. Est-ce que je me ferai pas la Saint-Élion, la grande? Non, mais quand même, Alex, 80 bornes, t'es pas prête, machin. Mais si, et tout. Et en fait, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'édition 2020. Donc, la Saint-Élion saute pour 2020, tu vois. Donc, je me dis, bon, écoute, peut-être que 2021, je me lance, quoi. Et en fait, j'embarque avec moi une copine que j'avais rencontrée dans mon fameux groupe de running à Paris. Et en fait, je sais pas, sur une conversation, on se dit, est-ce que l'année prochaine, on se ferait pas la grande, quoi? On se ferait pas la grande Saint-Élion, le 80 km. Si on le fait en duo, parce que on avait le même niveau, on court souvent ensemble, on sait courir ensemble, on se dit, mais à 2, c'est mieux quand même, tu vois? Parce que voilà.
Et donc, en fait, je me projette là-dessus et en fait, je prépare pendant presque 1 an cette course et je m'aligne du coup sur la Saint-Élion, la 80 km en 2021 avec mon amie Sarah. Super. Et là, je t'avoue, c'est un peu les frissons, tu vois, parce que de partir de Saint-Étienne, de te dire bon, maintenant on y est, t'as même, tu sais, toute cette prépa en fait, la prépa qui est longue, la prépa qui est dure, la prépa en automne quand il faut te motiver à courir le matin dans la nuit, le soir il fait nuit, tu te fais et puis tu sais, je sais, même si je me fais conseiller, c'est dur de faire une prépa aussi sur des très longues distances comme ça. Est-ce que j'en ai assez fait? Est-ce que j'ai fait assez de sorties longues? Est-ce que je suis prête? Tu as beaucoup d'interrogations. C'est pas courir un semi-marathon, quoi. T'es vraiment sur une prépa qui est très différente où tu te dis tout le temps, mais je vais jamais y arriver. Enfin, et en C'est fait, exigeant, ouais. c'est exigeant, tu vois. Et je me dis, mais je suis avec Sarah, on est deux. On est deux. Et en fait, on se prépare et du coup, voilà, on prend le départ. On prend le départ de la Saint-Élion avec nos petites frontales. Et puis c'est parti, quoi. Tu as dû vivre un truc exceptionnel. Ouais, et donc je termine avec Sarah, main dans la main, on termine notre Saint-Élion 2021. C'était amusant parce qu'on a eu toutes les deux des coups de pompe, mais pas au même moment, tu vois. Et c'était là que c'était bien d'être à deux. Moi, j'ai eu surtout à la fin, moi j'ai pas mal le TFL qui revient là, l'essuie-glace. Et moi, à la fin, quand on était à Chaponneau, je savais qu'il restait 20 km et j'avais le genou qui grinçait, j'en pouvais plus. C'était plus physique, tu vois. Et en fait, heureusement que Sarah était là et on s'est portés jusqu'à la fin l'une et l'autre, tu vois, et on a fini voilà ensemble cette première Saint-Élion. Et là, tout ce temps-là, depuis le traitement que vous avez trouvé, tout va bien. Il y a pas, tu te sens Alors, bien? si j'ai voulu quand même retenter avant la Saint-Élion de me dire bon, est-ce que j'irais pas faire un peu de la piste, un peu accompagner des copains. Et je fais quelques tours de piste avec eux. Je suis trop contente de remettre de la vitesse parce que vraiment, je me suis un peu arrêtée. Hein. C'est-à-dire que maintenant, moi, mon allure, c'est que je cours, je fais des footings, quoi. Je fais plus du tout d'allure. Et je suis trop contente de refaire un peu de piste. Donc, je crois que c'est ça, 2020. Ah ben, ça a pas loupé. Le lendemain, je me lève le matin, je ne vois plus de l'œil droit du tout. Et en fait, j'ai eu trop chaud, je suis montée trop en température et hop, retour à la case départ, on me remet à l'hôpital pour faire partir l'inflammation. Donc, j'ai compris que bon, ça, c'était fini. Je me dis, allez, sois raisonnable. Maintenant, tu as quand même un traitement qui marche bien, mais la piste, c'est mort, quoi. Donc, oui, c'est assez stable à ce moment-là. Super. Donc, voilà. Je parle beaucoup, hein. Non, mais c'est très bien. Attends, c'est parfait. Moi, je t'écoute attentivement. Attends. Et en fait, 2021, bon, c'est quand même je suis tellement fière d'avoir fini cette course. Enfin, tu vois, c'est pas rien. 80 km. Ah non, je te confirme. Les conditions étaient difficiles. Comme d'hab, il pleut, il fait froid, c'est la nuit, tu vois rien. Mais bon, c'est quand même la 4e fois que je la cours et j'adore cette course, moi. Et finalement, entre-temps, je commence à m'inscrire à beaucoup de trails. Je me dis, bah, mets-toi sur des trails en journée. Donc, je commence à faire, je sais plus, j'ai fait plusieurs trails en Alsace. J'ai refait des trails un peu, tu sais, je sais même plus, mais j'ai commencé à en faire pas mal, tu vois. Et là, des distances, moi, la distance que j'aime bien, c'est 45 km. C'est marathon trail, quoi. Et en fait, je commence à en faire plusieurs. J'aime bien la prépa que je fais et je suis allée sur ces distances-là et ça me plaît, tu vois. Et du coup, je me réinscris l'année d'après, nouvelle Saint-Élion, mais là, je me remets sur la Saint-Express en me disant, bon, maintenant que t'aimes bien ces distances-là, le 45, que tu connais la Saint-Élion, essaie de faire un petit chrono, quoi. Enfin, parce que là, t'es dans les conditions, il fait froid et tout, tu peux te challenger. Et du coup, je refais la Saint-Élion, donc 2022. Et je fais cette Saint-Élion et je prends un plaisir fou. Franchement, j'adore. Vraiment, je me sens très bien sur cette distance. C'est vraiment le format qui me plaît. C'est-à-dire, c'est plus long qu'un semi, mais à la fois, c'est challengeant. Ça me fait faire quelque chose qui me fait oublier le fait que je fais plus de route et que quand 45 km, c'est pas rien. Et je fais un super chrono sur cette course-là. Je suis très contente. En plus, je le cours vraiment toute seule. J'ai mon copain qui m'accompagne, qui est avec ma sœur. Ils sont là, tous les ravitaux. Ils me font l'assistance, tu sais, ça me porte. Ils sont là, bam, on change les gourdes, tu sais, j'ai l'impression d'être une athlète.
Et puis, tu sais, t'es content de voir quelqu'un à 3h du mat, franchement. Ah ben, c'est clair, attends. Quand il pleut des cordes, que t'es pas bien, machin. Donc, je vois ma sœur, voilà, Antonin, mon copain, on est trop contents. Je suis trop contente. Je passe une super course et je prends vraiment du plaisir et je me dis que la Saint-Élion, j'adore ce format. Et je comprends, hein, il y en a, ils la font une fois, ils te disent plus jamais. Mais moi, je trouve que ça me pousse j'ai l'impression de me prouver quelque chose. Tu vois, je me dis, il fait froid, il fait nuit, mais je le fais, je vais jusqu'au bout du truc. C'est un peu ta course de cœur, en fait, là. Ouais, c'est ma course de cœur. J'adore cette course. Ah, oui. Ouais. Elle est dure, mais j'adore, je m'y retrouve, tu vois. Bah, écoute, c'est génial. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Et puis là, on commence, mon copain, Anto, qui lui ne courait pas quand on s'est rencontrés, commence à courir et puis il commence à performer, tu vois. Moi, je vois que j'arrive plus trop à le suivre sur certains entraînements et puis lui, il aime bien la route. Donc il commence à s'inscrire à des courses route et puis ça recommence un peu à me planter la graine et puis je me dis bah non mais Alex, moi j'ai pas envie de faire un semi ou un 10 pour faire, tu vois, ce truc. Moi je suis un peu dans le, tu sais, j'ai envie de me bagarrer avec moi-même, tu vois, j'ai envie de faire un chrono et je me dis bon allez c'est pas grave. Donc moi je commence à l'accompagner sur ses courses. Et j'adore l'ambiance qu'il y a sur les courses, j'adore encourager, enfin, tu sais, c'est un truc, ça te porte, quoi. Et ça me replante quand même un peu la graine de la route, mais je me dis, reste raisonnable, j'ai pas envie de repayer parce que je suis montée en température, donc voilà. Et c'est reparti, 2023, je me remets sur la Saint-Élion, la grande, et je me dis, pareil, pour faire un meilleur chrono. Comme ça, au moins, j'allais, c'est bon, je m'y remets. Donc 2023, je décide de la recourir, pas avec Sarah cette fois, mais avec un autre copain, Vianney, qui me dit vas-y, moi je suis chaud qu'on la court ensemble et puis on tient ensemble sur le plus le mieux, tu vois. Et donc pareil, on est reparti et puis alors là l'édition elle est difficile. 2023, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de verglas. Et vraiment, le verglas, c'est quand même quelque chose. Moi, je pense que je dois tomber, mais 20 fois. 20 fois, tu vois. Et puis, je tombe mal. Je me fais une frayeur un moment parce que je tombe, j'arrive pas à me rattraper. Je me tape la tête, tu vois. Et je me dis, waouh. Et pendant la course, je me dis, c'est dangereux quand même. Tu vois, là, je me dis, je suis pas sereine. Mais allez, on y va, quoi. Et en fait, Vianney, au 25e kilomètre, tombe et se fracture la cheville. Sur une grosse plaque de verglas. Tu sais, tu les as vues ces vidéos où on est tous sur les fesses en train de descendre. Hier soir, Marie m'en a envoyé une. Mon Galvez qui a couru l'édition et elle m'a envoyé. Ouais. Et vraiment, là, l'horreur. C'est l'horreur. J'attends. On se met sur le côté. Il y a déjà un gars qui est sous une couverture de survie en hypothermie complet. Ils attendent les secours. Donc moi, je suis avec Vianney, on attend. Il fait, je sais même pas combien il fait, -5, -8, tu vois. C'est glacial. Et lui, il a mal. Enfin, il est mal et tout. Il me dit non, mais moi, je pourrais pas repartir. C'est sûr, je me suis fracturé quelque chose. C'est sûr. Et donc, on attend les secours. On attend longtemps, franchement. Je sais pas, 40, 45 minutes. Ça me paraît interminable. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais je vais jamais repartir. On est au 25e. Il me reste mes 3 quarts de course à faire toute seule. Ah mais non, moi je voulais le faire avec quelqu'un. À chaque fois je l'ai couru avec quelqu'un, c'est long comme course. Enfin... Et bref, les secours arrivent et bon, vas-y, je repars. De toute manière, je suis au milieu de rien, on est au milieu de rien. Et je suis toujours pas arrivée à Sainte-Catherine. Il me reste, c'est ça, 7 km, je crois, pour arriver à Sainte-Catherine. Et je me dis, tu sais quoi, t'y vas toute seule, tu te fais pas mal, prudente, tu tombes pas. Et à Sainte-Catherine, tu prendras la navette retour. Et donc, je continue et je tombe et je me dis, putain, mais quelle course de merde et tout. J'en peux plus, je suis mal. Je me dis, c'est pas possible de se faire mal comme ça, quoi. Et en fait, ça va, machin. Et j'arrive à Sainte-Catherine, je bois une petite soupe. Et je me dis, bon, je le fais ou je continue ou pas? Il y a les navettes et tout. Je suis toute seule. Et mon copain qui est là sur le parcours, il me dit, mais toi, t'as mal, t'as un truc, tu veux pas continuer et tout. Je dis, je sais pas, regarde Vianney, c'est pas un signe. Est-ce que c'est pas un signe? Il vient de se faire mal, si ça se trouve, je vais me faire mal et comment je fais moi après? Il me dit, comme tu le sens. Je dis, bon, allez, vas-y. Ok. Donc, je repars. Je repars et je me dis, bon, c'est bien. Et ce qui me porte aussi, c'est de savoir que Anto, il est sur le parcours, qui m'apporte des trucs, que j'ai quelqu'un, tu sais, tu te dis tous les 10 kilomètres, t'as quelqu'un, quoi.
qui va te faire ton assistance et ça c'est un pilier pendant la course. Et je me dis allez, c'est reparti. Donc je repars de Sainte-Catherine. Là c'est gelé, enfin t'as vu cette portion, c'est l'enfer quoi. Et il y a de la neige partout, voilà. Et puis en fait, pendant la course, Anto me dit, je reçois un message, il me dit, ils ont tout bloqué, on n'a pas accès aux nouveaux ravitaux. Donc je te retrouve genre dans 20 bornes quoi. Je me dis dans 20 kilomètres, mais je vais mettre combien de temps pour faire 20 kilomètres avec cette météo? Et ça me déprime, je suis au bout du rouleau. Je me dis ah non mais je vais jamais y arriver. Et finalement, il arrive à trouver un petit chemin de traverse et tout, et je le vois quelques kilomètres après, je suis trop contente. Ça me requinque, tu vois, et bam, c'est reparti. Et voilà, et finalement, le jour se lève, la neige, enfin, j'ai fait des super vidéos pendant le truc où je voulais me remémorer cette super course. Et en fait, je termine cette Saint-Élion, qui était une édition vraiment, vraiment pas évidente. Et voilà, je termine cette Saint-Élion en améliorant même mon chrono, ce qui est un peu ça pour moi. Et trop contente de moi et trop contente d'avoir terminé dans ces conditions. C'était l'enfer. Mais c'est fou parce que toutes les barrières qui se sont mises, tu vois, sur ton chemin, et tu l'as transformé. J'imagine que tout ce qui s'est passé, tu vois, l'annonce de la maladie, ça a décuplé en toi une force énorme. Ouais. Peut-être que ça, avant, t'aurais dit, bon, je reste avec mon pote, je rentre, tu vois. Oui, peut-être. Je me disais tout le temps, bon, t'es là, tu peux marcher. Tu sais, j'ai toujours ce truc, genre, je revois ces pauvres malades qui sont pas du tout au même stade que moi, la canne, le truc, les passages à l'hôpital. Je me dis, allez, tu peux marcher, te fais pas mal, t'y vas pas, de toute manière. Moi, ces courses-là, je m'en fiche du chrono. Je veux terminer. Pour moi, il n'y a pas de chrono sur une 80 bornes, tu vois. J'ai envie juste de terminer, d'être fière de moi, de pas m'être blessée. Voilà ce que je me dis. Et donc, je termine, je suis trop contente, je suis vraiment contente, mais je me dis, et d'ailleurs, personne ne me croit, mais je me dis, non, l'année prochaine, je m'inscris pas. L'année prochaine, je m'inscris pas parce que j'ai eu peur pendant cette course. Vraiment, c'est trop verglacé. Même, je me dis, comment ils peuvent maintenir parfois la course, tu vois. Parce que vraiment, il y a du monde, il y a du passage. Quand t'es au fin fond des bois, que t'es à Soucieux ou entre dans tous les petits trucs et tout, et que t'as personne qui peut venir te chercher, je peux te dire, on les a attendus longtemps, les secours. Ah, bien sûr. Donc je me dis, est-ce que ça vaut la peine de se faire une cheville, un poignet, un truc? Inscris-toi sur d'autres courses et 2 jours et ça ira bien, tu vois. Et donc, l'année dernière, je ne m'inscris pas sur la Saint-Élion. Je décide de ne pas la faire et je me dis, j'ai un peu un pincement au cœur. Je vois mes copains de Lyon ou d'autres qui la courent et je les encourage. Je suis trop contente. C'est vraiment ma course de cœur et j'adore l'énergie. Mais je me dis, sois raisonnable, te fais pas mal et inscris-toi sur autre chose. Et du coup, pour essayer de trouver quelque chose qui est un peu challengeant, tu vois, je me dis, je vais m'inscrire sur mon premier marathon route. Je me dis, moi qui ai abandonné la route, je me dis, un marathon, je suis pas censée monter en température. Enfin, sur moi, mes allures, je suis pas censée me mettre mal. Donc, je me dis, j'en parle à mon médecin. Je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, vous savez, parce que... Ah oui, entre-temps, j'ai changé de neurologue. Et j'ai un neurologue qui est très à l'écoute. Qui me dit, faites ce qui vous fait du bien. Faites ce qui vous fait du bien. Oui, la piste, c'est pas bon pour vous, je vous le déconseille, mais faites des choses. Vous pouvez remplacer ça par, c'est lui qui m'avait dit remplacer ça par de la longue distance. Là, vous allez trouver autre chose, un autre format qui va vous satisfaire. Trouver des choses qui vous font du bien à la tête. Toutes les maladies, il y a le mental qui prend beaucoup les choses, en considération et faites des choses qui vous font du bien à la tête. Et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que si je refais un marathon, il me dit, bon, vous allez pas le courir en 2h30, normalement, vous allez. Je dis, non, c'est pas prévu. Donc, il me dit, voyez comment la prépa se passe, pas trop de pistes, pas trop d'intensité. Et moi, j'en parle autour de moi et j'ai des copains qui me disent, pour t'entraîner, essaie de faire plus des formats seuil, tu vois, tu t'entraînes au seuil, tu vas essayer de travailler l'allure que tu aimerais avoir sur le marathon sans te mettre dans le rouge. Si tu vois que tu es dans le rouge, tu redescends l'allure et tu vois si ça passe. Et du coup, je décide de préparer le marathon donc 2024 de Saint-Sébastien. Donc de Saint-Sébastien qui était du coup au même moment que la Saint-Élion où je m'étais pas inscrite. Donc je me dis c'est parfait, ça remplace, tu vois, pendant que les autres vont faire la Saint-Élion.
moi, je vais faire le marathon 2024 de Saint-Sébastien qui est en novembre. Et je suis trop contente, je prépare cette course. Et puis, tu sais, c'est un peu challengeant. Je me dis, putain, mais est-ce que je vais y arriver, en fait? Parce que, tu sais, le trail, t'alternes, tu marches, t'es bien, le cardio s'emballe jamais trop parce que t'es dans un effort qui est assez... C'est de l'endurance, quoi. Mais je me dis, et là, est-ce que je vais tenir? En plus, je m'étais mis un petit objectif. Est-ce que je vais tenir, tu vois, mes 3h30, je m'étais mis ça en objectif, mes 3h30 marathon sur route, quoi, où c'est très linéaire, il faut être régulier, machin. Et je dis, allez, ça va le faire. Et la prépa se passe trop bien. En plus, 3h30, c'est quand même un très beau chrono. Hein. Ben, je me dis, bon, c'est un peu peut-être ambitieux, mais vas-y, on va autant se mettre un truc et on verra, tu vois. Et je me mets là-dessus et en plus, Antonin le prépare avec moi. Il s'est mis lui aussi donc vraiment à courir. Il prépare le marathon pareil. Donc on fait une prépa en couple. Ça me challenge. On est bien, quoi. Et on arrive à Saint-Sébastien. On récupère nos dossards. Et là, on reçoit 2 heures après un message de l'organisation qui nous dit que le marathon est annulé. Oh punaise. Ouais, le marathon est annulé 2024 parce que gros risque d'intempéries au niveau du vent. Ils avaient prévu beaucoup de vent le lendemain et en fait, ils veulent pas prendre le risque et ils nous disent que en fait, non, il y aura pas de marathon. Oh, mais je te jure, ça me met un état de nervosité, j'en pleure, quoi. Tu sais, quand ça fait 3 mois que tu t'entraînes, tu sais, t'as une sorte de... Ouais, moi je suis rigoureuse, je mets des choses de côté, tu sais, tu fais des concessions et je me dis tout ça pour ça, c'est fini, quoi. Ça y est, pas de marathon. Je suis au bout du rouleau. On est tous au bout du rouleau, tu vois. Et c'est rare qu'ils annulent en plus une course comme ça. C'est vrai, mais bon, s'ils annulent, c'est qu'à mon avis, on est voilà. Au stade que... On est au stade, voilà. Donc on est avec nos petits t-shirts finisher qu'on est allé récupérer notre dossard. Oh, les boules! Allez, on va boire une bière. Les boules, et je me dis, j'aurais dû m'inscrire à la Saint-Élion. Voilà, tu vois. Cette course n'est jamais annulée. Et en fait, écoute, on est reparti de plus belle parce que je crois que quelques jours après, on était déjà réinscrits sur un marathon 2025. Ouais, pour pas perdre ce truc. Moi, en vrai, j'avais le FOMO, tu vois. Je me dis, non, mais pas 3 mois comme ça dans le vent, à te préparer, à être, voilà. Et donc, en fait, on regarde tout de suite avec tous nos potes, parce qu'on n'était pas les seuls à avoir eu cette annulation. Qu'est-ce qu'on peut faire comme marathon d'attaque? On regarde début d'année 2025, mars, donc parfait, marathon de Barcelone. Et on voit que le truc, le marathon est hyper recommandé, roulant, mars il fait beau, enfin, allez, allons-y, quoi. Et je me remets une prépa de 3 mois pour le marathon de Barcelone. Et cette fois, j'ai un peu la hargne, tu vois. Je me dis, putain, faut que ça passe, là, parce que franchement, j'en ai marre. 6 mois de prépa, c'est long, tu vois. Ouais, j'imagine. Et du coup, on arrive à Barcelone en mars et c'est trop bien. Ça se passe super bien. Je suis trop contente. Il y a une ambiance de folie. Le marathon est vraiment super. C'est très roulant. Tu vois plein de choses. Enfin, je prends vraiment du plaisir. Je trouve que je suis très contente. Je trouve ça dur. Parce que faut être régulier. Enfin, le bitume, en fait, 3h30 de bitume, c'est long. Je trouve ça quand même long, tu vois. C'est pas comme quand t'as les paysages et que voilà, et que tu peux discuter. Sur les trails, tu discutes, en fait. Enfin, tu vois, tu parles à des gens, tu t'arrêtes au ravito, enfin, tu crées du lien. Oui, c'est pas le même délire, ouais. Là, T'as réussi à faire tes 3h30? Focus. Alors, je fais un 3h40. Donc, magnifique! Je suis très contente. Et parce que, du coup, je vois à ma montre que j'ai rallongé quand même de 1,3 km sans suivre la ligne, tu vois. Et je me rends compte que, tu sais, je papillonnais un peu, quoi. J'étais dans mon truc. Donc, écoute, non, je suis très contente. C'est vraiment un chrono. Attends, c'est magnifique. Et parce que, par contre, les efforts au seuil, comme ça, là, ça te déclenche pas? Non. Parce que tu vois, moi, là, je le préparais en 5 au kilo. Et 5, ça va. Tu vois, quand je suis en 5, je suis bien. Par contre, si je descends en dessous, dès que je tape dans du... J'ai testé 4,45, ça passe, mais en dessous, non. Non. Quand je suis dans la surchauffe et dans le vrai effort, quoi. D'accord. Ouais, et sinon, c'est vraiment spécifique. Alors, tu vois, ça, je savais pas du tout. C'est la montée en température qui fait que ça... C'est pas forcément une poussée, mais ça revient mettre des petits prémices. Ça s'appelle le syndrome d'Uthoff. Ça remet des symptômes. D'accord. Et là, tu en es où alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai pas fait de courses, tu vois. Enfin, j'ai fait des petites courses pour accompagner
J'ai accompagné ma sœur, elle court aussi pour faire un peu le lièvre sur des courses un peu comme ça. Mais je me suis pas remis de dossard. Ça m'avait un peu vaccinée là, les 6 mois de prépa. Mais j'ai adoré l'expérience. Et là, j'aimerais bien repréparer. Tu vois, je me suis pas non plus remise sur la Saint-Élion cette année parce qu'encore un peu frileuse. Tu vois, je me dis toujours, et s'il refait moche et je me fais un truc. Évidemment, là, t'as bien vu, les 2 dernières éditions, il faisait super doux. Enfin, t'avais l'impression que c'était même pas les mêmes courses, quoi. Moi, je revois la neige, le verglas et tout. Ah Et oui, bien sûr. Oui, ça dépend vraiment des années, ouais. ça dépend des années. Bon, c'est pas grave, mais ça reste vraiment ma course de cœur, tu vois. Pour l'avoir couru 6 fois, c'est vraiment le format que j'aime. Et là, j'en suis où? J'ai une maladie qui est très stabilisée. Je suis hyper contente. Je n'ai plus de piqûres. J'ai un autre traitement qui est par cachet, qui me va beaucoup mieux, où j'ai moins l'impression d'avoir ce geste de malade, tu sais. Voilà. Et j'ai une pratique de la course à pied, on va dire, qui me convient, même si je suis toujours un peu, tu vois, je vais encourager des courses. Là, j'étais au Semi de Boulogne, je vois mes amis faire des chronos. J'ai envie, moi aussi, de me dire, putain, j'aimerais bien me remettre sur une course route où je performe, mais j'essaie de faire un peu mon deuil de ça et voilà, moi, mon challenge maintenant, c'est peut-être d'augmenter les distances et je me dis, voilà, faudrait peut-être que je me remette sur un gros format, un 80, un 100, un jour, j'aimerais bien faire, tu vois, le 100 km de Millau, ce genre de course. Voilà, je me dis, est-ce que, voilà, ça serait, on va dire que j'ai essayé de changer ma routine, mon format sportif. Mais en tout cas, j'ai une maladie qui est stable et j'en suis hyper contente. Enfin, bah, tu peux, attends, t'es passé par pas mal de montagnes russes depuis 2019, donc franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes et hommes qui nous écoutent et qui sont atteints de cette maladie ou qui ont des proches? Moi, je pense il faut pas se comparer. Vraiment, ça serait mon premier conseil parce que c'est vraiment une forme de maladie et je pense que pour plein d'autres, qui sont très propres à chacun. Il y a différents stades, il y a différents avancements dans la maladie et il faut pas, moi je vais toujours voir le verre à moitié plein, toujours. Et il faut essayer de se faire un peu violence, de pas regarder aussi forcément ce qu'on voit c'est ce qu'on dit toujours, sur internet, les articles et tout, parce que ça peut faire tout de suite peur. Et il faut s'écouter. Moi, je suis contente d'avoir continué, d'avoir persévéré. Voilà. Est-ce que c'était raisonnable de faire cette course en plein cagnard à Monténard? Non, mais moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien à la tête. J'avais l'impression d'oublier que je suis malade. Dans mon quotidien, j'oublie que je suis malade. Parfois, ça m'arrive j'ai des petites rechutes, j'ai des petits trucs, mais j'essaie de toujours garder en tête que tout va bien et qu'il faut il faut trouver les sports ou pas qui te font du bien, faut pas perdre espoir, tu vois. Mais écoute, en tout cas, t'es belle comme tout, t'es solaire, t'es rayonnante. Non, mais c'est super de voir ces tempéraments justement de revanche et optimiste. Je pense aussi, je sais pas si tu connais Jasmine Nunij qui est chez Adidas Terex et que j'adore et que je salue, qui a 50 ans et qui a une sclérose en plaques et qui est extraordinaire. Et c'est beau de montrer aussi ces messages-là parce que tout de suite, quand on parle de maladie, les médecins, c'est stop, on arrête, vous faites plus de sport, vous faites plus rien. Et en fait, c'est aussi grâce au sport, je pense que les choses, et au traitement, mais que les choses se stabilisent et permettent aux personnes d'aller beaucoup mieux. Donc, c'est quand même génial, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et moi, je pense qu'il faut aussi s'entourer de bonnes énergies et de personnes avec ce genre de discours, tu vois, des personnes qui ont les mêmes maladies que nous, mais qui tout va bien, qui s'en sortent bien, qui font que, qui ont mis des choses en place, pour avancer et voilà. Et mettre dans un petit coin de sa tête, la maladie, qui est présente, mais il faut pas qu'elle nous handicape plus, tu vois. Écoute, je suis trop contente, Alex, de t'avoir eu ce matin pour parler de tout ça, de ton parcours et tout. Je suis trop contente. Ça fait 1 heure déjà qu'on discute. Oh là là, je ne fais que parler. J'adore. Non, mais attends, mais ça me fait trop plaisir parce que d'habitude, c'est moi la pipelette. Ah, punaise. Et moi, j'aimerais bien quand même qu'on reparle de notre rencontre à Méribel. Ah, bah, on va en reparler de notre rencontre à Méribel. Mais alors, déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu la lumière. Moi, je suis de Montpellier. J'ai dit, tiens. Alors, Méribel, faut quand même savoir que j'étais en vacances à Chamonix et on était en van, nous. Donc, et j'ai dit, attends, je regarde s'il y a des trails en montagne, comme j'ai pas de montagne chez moi. Ah, Méribel, tiens, on va aller voir à Méribel.
Et je t'ai rencontré sur le salon. En plus, on était dans au parking de, attends, c'est quoi déjà le parking de la Tweda? Ça? Oui. Voilà, c'est ça. Et on a dormi. Du coup, c'était tellement sympa qu'on a dormi, je crois, 3 nuits là-bas. Et on s'est rencontrés sur le salon. Effectivement, de notre rencontre, c'était trop drôle, quoi. Bah ouais. Écoute, franchement, et c'est amusant parce que bah moi, je ne savais pas qui tu étais. Parce que quand tu t'es présenté, tout ça, je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est tout de suite? Et en fait, quand on est parti de ce fameux trail, alors pour moi, c'était même pas un trail, c'était une course montagne, t'as vu? C'est-à-dire, comment ils appellent ça? Les pierriers? Tu sais, là, tu passes dans ces trucs. Ah ouais, non, j'en ai chié. Tu escalades, tu mets les mains, les trucs, alors là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de parties roulantes, hein. Franchement. Ah non, j'en ai chié, j'en ai vraiment chié, ouais. Il était très dur, celui-ci. Franchement, il était très dur. Mais par contre, du coup, c'est amusant parce que je me dis, dans la voiture retour pour rentrer à Lyon, je me dis, ben, on va écouter un petit podcast de Culotte and Trail. Je me dis, dans la voiture, allez, et c'est parti, tu vois. Et j'écoute le premier que j'ai écouté parce que c'est toi qui me l'avais conseillé quand je t'avais dit, ben, lequel tu me conseillerais? J'ai écouté celui que j'ai adoré, c'est Fanny, c'est ça? De Fanny, ouais, Barbara. Ouais, oui, exactement. Et j'ai écouté le podcast de Fanny et ça m'a mis une petite décharge. Je me suis dit, waouh, le parcours de cette nana. Mais en plus, elle a une voix qui est sympa. Je sais pas, elle a un accent du sud là. Je sais pas, je la trouve sympa quoi. Et je me dis, ah là là, il est bien ce podcast. Et là, je t'envoie un message. Tu sais, je t'envoie un message et je te dis, ah, c'est cool. Il m'a fait très plaisir ton message d'ailleurs. Ouais, je dis, putain, je connaissais pas, tu vois, je te connaissais pas. Et je dis, bah, j'aime bien. Et j'ai commencé à écouter tes podcasts. Ah ben écoute, je suis trop contente. C'est vrai que je vais te dire une petite anecdote qui est très drôle. Mary Belge, j'avais besoin de faire une coupure complète sur les réseaux sociaux puisque ça fait que 1 an. Donc j'ai vraiment travaillé comme une malade pour en arriver là en 1 an. Et là, j'avais vraiment besoin de couper. Et en fait, trop rigolo. Donc, j'annonce pas du tout sur les réseaux que je suis à Méribel pour un trail, quoi, incognito. Et sur le parking, donc j'étais en van. Donc, c'est l'été, tu vis avec les fenêtres ouvertes, quoi. Et moi, j'ai mon fils, j'ai mon chien, mon mari et tout, on discute. Et là, dans le week-end, franchement, je te jure, il y a au moins 8 nanas qui viennent me voir dans le van, qui met la tête dans le van comme ça. J'ai dit oui. Elle me dit t'es Culotte and Trail? Je dis oui. Elle me dit oh putain, on t'a reconnu par rapport à l'accent dans le parking en fait. Et je te jure, mais il y en a une dizaine quoi. Tout le week-end, elles sont venues dans le van toquer. C'est Laurie de Culotte and Trail, ça m'a fait rire. Et en fait, oui, parce que finalement, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de YouTube ni rien, c'est que au son de ma voix. Oui. Donc c'est ça qui est trop drôle en fait. Et voilà, c'était la petite anecdote. Mais oui, l'accent du sud, écoute. Et puis je suis très heureuse du fait que tu vois là tu passes au micro, il y a pas de tram, il y a rien quoi, tu vois, et regarde, ça fait déjà 1h05, il y a pas de blanc hein. Non. J'avais pas trop de doutes parce que je vois bien comment sont faits tes podcasts et c'est ça pour moi, c'est un peu ce truc, tu bois un café avec une copine, tu racontes voilà ton histoire, tout ça, mais après je m'étais dit est-ce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à Anto, je lui dis mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Est-ce que j'ai des choses à raconter? Il me dit mais tu plaisantes ou quoi? Mais bien sûr que t'as des trucs à raconter. Voilà. On a bien fait le tour. Non mais très très bien. Bon, moi je retiens que la Saint-Élion, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et t'y étais, tu as vu. Oui, j'y étais. Alors moi j'y étais pour un tout autre projet, mais c'est vrai que c'était extraordinaire. L'avoir couru une partie, bon effectivement moi c'est pas du tout alors c'était génial parce que j'ai partagé ça avec un binôme. Eh oui. Après moi je devais pas courir, j'ai remplacé une personne, Nathalie qui a eu un cancer et du coup j'ai pris sa place puisqu'elle était blessée. Donc je me suis retrouvée 3 jours avant me disant je vais courir un 20 km, j'avais pas couru depuis 2 mois, enfin tout va bien. Oui. Et, donc c'est assez drôle et très roulant pour moi qui aime les formats quand même assez dénivelés, assez montagnes, mais typique. Voilà, tu te dis tu peux pas faire plus typique, t'as un balai de frontal, qu'est-ce qu'on fout là tous à 2h du mat, c'est n'importe quoi. Enfin
C'est clair. Et donc très très chouette. Après, j'ai été victime malheureusement au 12e kilomètre, je me suis vidée comme j'ai jamais eu de ma vie. Ça a été très très difficile. Enfin vraiment, Coco, ma partenaire, on s'est arrêté 8 fois. Oh là là. 20 minutes, j'étais pliée en 4, je ne pouvais même plus marcher. Ça a été un enfer. Ça ne m'est jamais arrivé. Moi, je suis pas du tout fragile du ventre. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais je ferai pas un format long toute seule dans ce genre de choses. Ouais. Mais très sympa à vivre pour le côté typique. Et le partage. Et le partage. Ben là, t'étais avec ton gang de nanas, c'est génial. On a vécu quelque chose. Enfin voilà, un film arrive. Enfin c'est un autre délire. Là, moi j'étais sur la planète là-haut perché. On a mis beaucoup de temps à redescendre. Trop bien. C'était extraordinaire. Bon, écoute, Alex, je t'embête pas plus. Il est 12h15. Mon ventre commence à gargouiller. Magnifique. Magnifique. Écoute, je suis très, très heureuse de t'avoir reçu aujourd'hui au micro de Culotte Trail pour parler de ton parcours et d'avoir échangé. Et merci de nous partager cette histoire. Ton histoire qui est la tienne. Je suis sûre qu'elle va aider énormément de personnes. Donc, je te remercie infiniment. Merci à toi, Laurie. C'était un plaisir. Franchement, j'ai vraiment eu l'impression de discuter avec une copine. C'était top. Et j'espère vraiment que, voilà, mon parcours, tu vois, c'est ce qu'il faut toujours se redire, c'est que il n'y a pas que tu n'es pas en interview qu'avec des athlètes. Tu vois, moi, je suis une personne lambda, voilà, on va dire, une novice. Et c'est bien aussi de pouvoir dire qu'on arrive à faire des choses sans être forcément, tu vois, à des niveaux pro, quoi. Et que, voilà, on trouve quand même du plaisir dans tous ces sports. Je suis d'accord avec toi. Et ça, c'était quelque chose d'hyper, hyper important pour moi, de médiatiser toutes les femmes, pas que les élites, parce qu'il y a des parcours qui sont exceptionnels. Et surtout, j'ai envie, tu vois, j'ai plein de projets, de mettre en lumière des femmes aussi qui ont des maladies, qui ont des parcours de vie atypiques. Tu vois, là, j'ai fait un podcast aussi sur la perte d'un enfant avec Stéphanie qui a perdu son bébé, que c'est la course à pied qui l'a sauvée, etc. J'ai vraiment envie que toutes les femmes osent nous rejoindre sur les sentiers et se disent en fait on peut, c'est pas parce qu'on a telle maladie ou on a des barrières qu'on peut pas le faire. Et ça, j'ai vraiment envie de le montrer au maximum, quoi. Ouais, mais tu le fais très bien et moi je trouve que c'est très inspirant. Donc j'encourage tout le monde à écouter tes beaux podcasts. Voilà. Merci Alex, je te fais de gros bisous. Gros bisous, je t'embrasse. Moi aussi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis tellement heureuse de vous faire découvrir tous ces portraits de femmes si inspirantes les unes que les autres. Je remercie tellement mes invités pour leur confiance sans faille. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous mettre plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Cela nous aide énormément. Ou retrouvez-nous sur le compte Instagram culotte-trail. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.